Dimanche après-midi sur la montagne de Pau, gros soleil de janvier, chaud devant, froid derrière. Annette la bergère garde ses blancs moutons. Allez sur le soleil, chalet ses tétons. Elle attend ambulance, son grand frère Robert qui veut aller porter des maillots à sa grand-mère. Innocente et jolie, elle a pas connu le loup. Innocente et jaloux, elle a pas connu le lit. À Mornac sur Seine. Bonjour et bienvenue dans BIS, votre magazine de la curiosité. Nous sommes aujourd'hui en Charente-Maritime, à Mornac-sur-Saône, un des 100 plus beaux villages de France. On vous emmène pas n'importe où quand même. Je suis arrivé par le train des mouettes. C'est pas beau ça, arrivé décarboné. Là, je suis arrivé en plus dans ce petit bourg médiévalement. Enfin médiéval, quand tu te promènes là-dedans, t'as plutôt l'impression d'être dans un village de Méditerranée, de Grèce ou du Maghreb. Ces cabanes ostréicoles, ces marais salants, un charme fou. En plus, c'est un concentré d'artisans d'art et d'artistes, et ça nous habisse, on adore ça. Seigneur qui voit. Avec Juliette et Guillaume, nous allons découvrir la technique de l'ébrou. L'ébrou, vous savez, papier marbré pour la reliure des livres anciens. Ces deux-là renouvellent le genre. Ils font des tirages d'art et du papier peint fait main. Vous allez voir, c'est magique. Et ensuite, tu vas faire comme une brosse à dents. Tu vas faire un aller-retour avec tes deux doigts pour créer quelque chose de très fin, d'un petit peu pointillé. Nous irons à la rencontre de Lydie Dussert, brodeuse. Elle, son univers, c'est la haute couture. Pendant longtemps freelance pour les défilés. Elle a fini par se mettre à son compte pour venir ici, dans sa boutique de la rue du Port, où elle transforme les boutons en bijoux aimantés d'un grand raffinement. Donc là, mes boutons sont cousus. Et comme c'est un bouton qui ne se lave pas, il fallait découdre le bouton pour laver le vêtement. Je dis, oh, mais je vais l'aimanter, ça va être super. Et c'est comme ça que ce bouton bijou aimanté est arrivé sur Terre. C'est ça, complètement. Mais tout de suite, nous allons à la maison-galerie d'Alain et Sarah, deux peintres et décorateurs dans des styles très différents. Grâce à leur savoir-faire, ils ont été invités dans le monde entier. Mais c'est ici, dans ce paradis des artisans d'art, qu'ils ont décidé de s'installer. Alors, Royenné. T'es Royenné d'origine, toi? Exact. Ouais. Et en fait, avec ton métier, t'es allé dans le monde entier. Ouais. C'était un de mes rêves d'enfance. De gamin Royenné. De gamin royenné, de voyager, de faire mon métier en même temps. Et avec quelle technique et de quelle manière, qu'est-ce qui Quelle t'a technique amené à voyager? La peinture. La peinture. La peinture. Ouais. Et le désir de découvrir d'autres endroits et d'avoir d'autres aperçus de techniques différentes aussi, de rencontrer d'autres gens dans le cadre de mon travail. Et ça s'est fait tout seul, un peu par hasard. Par chance aussi, mais j'étais là à chercher la chance. Voilà. Ouais. Elle n'est pas venue toute seule. Mais quand t'étais gamin, tu voulais être Roger Hart. Ça m'intéressait effectivement. Tu voulais être Roger Hart, pour ceux qui ne connaissent pas, cette époque-là au théâtre ce soir, c'était le décorateur de théâtre. Roger Hart et Donald Cardwell pour les costumes. Ouais. Voilà. Et je disais à ma grand-mère, mais un jour ce sera moi qui serai à la télé, il y aura mon nom comme ça. Donc j'ai toujours été un peu dans cette dynamique de trouver et de faire un métier autour du théâtre, et notamment autour de la peinture et d'être peintre décorateur. C'est ça qui t'a amené à la rue Blanche? Petit à petit, j'ai fait 3 écoles différentes après le bac. Et la dernière était la rue Blanche, l'ANSAT, en section décorateur scénographe. Et suite à ça, j'ai travaillé pour l'opéra, pour différents théâtres et le cinéma ensuite. Alain, quand tu parles des techniques de décoration, pour les spectateurs, c'est vrai que souvent, ça, c'est des choses qui sont très abstraites. Alors, quelle technique, toi, tu utilises? Technique, il y a la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Acrylique, c'est à l'eau, peinture à l'huile, c'est à l'huile. C'est en fonction de ce que j'ai à faire. Si c'est du faux bois, du faux marbre, tout ça, c'est fait à l'huile. Les tableaux que je fais sont aussi à l'huile. Après, tous les effets de matière, de stucco, etc., c'est autre chose. C'est fait avec de la chaux. Stucco, c'est pour faire des décors vraiment en 3 dimensions. Non, ça c'est du stuc. Ah, ça, c'est le stuc. Oui, ouais. Le stucco, c'est à base de chaux. Et que l'on vient ferrer, on obtient des effets un peu proches du marbre aussi. Donc c'est une autre
C'est une autre matière que la peinture vraiment, quoi. Ça ressemble plutôt au marbre, le stucco, quoi. D'accord. Après, toutes les techniques de marbre et de faux bois, c'est encore différent. C'est soit à l'huile, soit à l'acrylique. Et les effets de pierre, de cuir, de parchemin, de verre de gris, de rouille, etc. Donc tu as une palette. Est-ce que c'est ce qui t'a amené, par exemple, à travailler avec. Je sais que tu as fait une rencontre, par exemple, avec Jeff Koons au moment de son expo de Versailles. Et tu as travaillé sur quelle technique avec lui, par exemple? C'était peinture à l'huile et c'était uniquement refaire, parce que quand il a exposé à Versailles, il ne pouvait pas utiliser toutes les stèles qui sont en marbre de Versailles pour poser ses sculptures. Donc en atelier, ils ont fabriqué en médium toutes les stèles que moi j'ai eu à repeindre, C'est des répliques. que j'ai eu à peindre comme les marbres de Versailles, donc qui étaient faits à l'huile. Voilà. Tu as fait le faussaire, quoi. J'ai fait le faussaire. Mais en fait, la peinture décorative, c'est déjà être capable de bien observer comment est la pierre, comment sont les nuages, comment sont les feuilles, les fleurs, etc. Et de pouvoir le retranscrire. Tout ce qui est patine et fait de matière, il faut vraiment se mettre dans cet univers-là, dans sa bulle un peu, regarder comment c'est fait, et c'est de la cuisine après. Et tu fais aussi des choses très localement. Est-ce que tu as le même plaisir, la même chose à faire le Salon des Poètes ici au château? Que ce soit pour le Salon des Poètes ou autre chose, ou même si une personne me demande un petit ornement floral ou autre à faire chez elle, j'y mets la même intention et le même plaisir. Et je fais en sorte que ça me plaise et que ça plaise aux clients aussi quand même. Et c'est un plaisir qui est toujours renouvelé? Toujours. Et c'est toujours différent. Toujours Ouais. différent. Et quand tu reviens pour peindre, parce que je sais qu'avec Sarah, ta compagne qu'on va rencontrer tout à l'heure, vous avez cette même passion de la peinture. Est-ce que c'est stimulant justement d'être à côté de sa femme? Ça peut l'être, d'autant plus qu'on ne fait pas les mêmes choses non plus. Donc ça peut être stimulant, effectivement, quoi. Mais après, chacun se met dans sa bulle aussi lorsque l'on peint. Bon. On ne regarde pas ce que fait l'autre. Non, chacun fait en fait ce qu'il a vraiment envie de faire, quoi. On va la voir? On va voir la maison galerie? Oui, Ça marche. oui, allons-y. Bonjour Sarah. Bon alors Sarah, Oui. ça y est, on est dans la maison galerie. Alors toi aussi, tu as fait des études d'art avec l'école Dupéré, c'est ça? Oui, c'est ça, Hein? les arts appliqués. Quand vous avez trouvé cette maison galerie, c'était pour exposer quand même vos œuvres à tous les deux, parce que vous vous êtes retrouvés quand même autour de la peinture, même si vos peintures sont très très différentes l'un de l'autre. Oui, Hein? surtout que l'endroit nous a plu dès que l'on est rentré dans cette maison, où la lumière traversait, on s'est dit ça va être top pour nous, Ben, pour c'est sûr maintenant. Entre marais ici et jardin là. Oui. Hein. Et alors, toi justement, Sarah, tu as un univers très onirique, toi, beaucoup Oui, plus. plutôt, oui. Hein? Ouais. Pas du tout comme Ouais. on est aux Et antipodes. on est dans un monde. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui, toi, t'amène à ta peinture? En premier lieu, c'est la couleur. La couleur, et puis la nature. Moi, j'ai grandi au Canada, donc je suis. J'aime les fleurs, j'aime les arbres, j'aime être dehors, voilà, donc moi, c'est plutôt. Moi, je peins pas les gens, je peins plutôt les formes. Qu'est-ce qui t'amène à ton premier geste de peinture? T'as déjà Le une premier idée? geste est difficile. C'est toujours dirigé par l'envie de peindre, surtout en couleur. Voilà, donc je commence souvent par les La fonds. couleur. Je fais vraiment les fonds, et puis selon si le fond me plaît, vraiment, je le garde juste en tant que tableau, en tant qu'étude de couleur. Et si je pense que je peux le pousser un peu, je rentre dedans, je vois les formes qui me viennent, des arbres, des fleurs, un chemin. Parce que toi, Alain, vraiment, tu prends des instants de vie. C'est ça. Hein? Ouais. Des instants volés. Ouais. Des instants volés aux gens. C'est des fractions de secondes où la personne va être en train de faire quelque chose et un quart de seconde après, c'est autre chose. Est-ce que tu prends d'abord des Donc, photos? Je prends des photos. Ouais, c'est ça. Je vole des photos. Ouais, c'est ça. Pour arriver à ces instants d'intimité. Oui. Sur la plage, beaucoup? Sur la plage, beaucoup. Il faut être patient, il faut savoir observer, regarder et déclencher au bon moment. Ouais. Parce que je ne peux pas dire aux personnes, attendez, bougez plus. Ouais, vous êtes en train de remettre votre maillot de bain. Plus je vais faire une esquisse, non. Ouais. Donc l'appareil photo est un bon outil pour ça. Là. Puis j'ai vu qu'il y avait par exemple
Les vieux du village. Oui, c'était l'un des derniers vieux du village de Mornac, ici, Jeannot Poinçon, qui est décédé depuis. Et c'est intéressant justement les portraits et les personnes âgées parce que sur la peau, ça raconte toute une histoire, toute une vie. On monte en voir d'autres, parce que je sais que dans toute la maison, Sarah, Ouais. il y a d'autres Il y en a parties. partout dans toutes les, Ouais. dans toutes les pièces. On va voir. En haut de l'escalier, là, déjà, il y a deux visages de vous qui se répondent. Parce que ça, c'est une abstraction de toi, en face, à côté vraiment d'un travail de couleur formidable de Sarah. Oui. Et là, justement, Yannick a un stucco sur le mur. Selon où on regarde, on voit que c'est bien touché. Ah ouais. Bien touché, comment c'est doux. C'est donc, ça donne une espèce d'apparence de marbre, mais ce n'est pas... Ah ouais. C'est assez joli. C'est que de la base de chaux, d'argile et de poudre de marbre. D'eau de peinture. Les enfants. Et les personnes âgées. Ça, c'est façon un peu Richter, Gerhard Richter, Ouais. avec une vue imprenable. Bah, tu m'étonnes. Qui donne envie justement de peindre. quand on voit tous ces... Ouais, moi j'aime bien les reflets de l'eau, voilà, les lumières qui scintillent dans les arbres. Moi, c'est tout ce qui se passe entre les feuilles, les lumières, le vent, tout ça. Alors ça, Alain, c'est une série japonaise. C'est une série japonaise. T'as fait quand t'étais là-bas en train de travailler, sans doute? C'est plein de photos que j'ai prises là-bas, parce que je suis resté assez longtemps là-bas à faire des trompe-l'œil, des peintures. Et j'ai fait toute une série ensuite de peintures en monochrome, c'est-à-dire noir et blanc. C'est pas du noir, c'est pas du blanc, mais en deux tons en tout cas. Ouais, c'est-à-dire que toujours ta même technique, tu travailles à partir de la photo de l'instantané pour essayer après de redonner... Bon, ben, alors on se quitte devant ces deux petits papous là, qui sont devant la mer, qui sont magnifiques. Qui là. sortent de la plage, Et, qui sortent de l'eau, du pied dans l'eau. Merci pour cette visite. Merci à toi Yannick, et bon retour. Salut. Hein. Salut. Est-ce qu'il y en a dans l'assistance qui se rappellent ce qui s'est passé en 1433? Non? Les plus vieux? Ben oui, les dernières années de la guerre de 100 ans, à Mornac-sur-Seudre, ici. Les Anglais prennent la cité par surprise, il y a de la résistance, et un certain Jean Dugas, commandant, rapilote quelques dizaines de soldats, et il s'enferme dans le château fort qui domine la Seudre, et il résiste. Et les Anglais font le siège. Ça dure, mais ça commence, ils n'ont plus rien à manger. À La Rochelle, ça s'inquiète parce que c'est un port économique très important. Donc ils envoient quelques bateaux, 300 hommes armés. Et dans la nuit, ils installent à partir du mât d'un des bateaux, lancé vers le château, une tyrolienne. Et au petit matin, les Anglais qui se débornigent, ils se lèvent, mais qu'est-ce qu'ils voient passer au-dessus de leur tête? Des victoires et même des cochons. Ça les a, au niveau moral, ça les a atteints violemment. Le British largue les amarres et la ville est ainsi sauvée. Est-ce que c'est de là que vient l'idée de cochon d'anglais? Ça. La Côte Sauvage, c'est 20 km de plage rectiligne entre la pointe espagnole et la pointe de la Coubre. Ce littoral bordé de pinèdes est le terrain de jeu d'Adrien Cerc-Dady. À l'affût des jeux de lumière entre ciel et mer, ce photographe aquatique arpente les dunes ou plonge dans les vagues avec son binôme Tony Voisin pour capter l'instant magique où la nature révèle toute sa beauté. Je commençais par la photo au Puy du Fou. Puis après, j'ai eu une petite carrière dans le vin à Bordeaux. Et puis après, j'ai bossé pour la maison Hermès. J'étais maroquinier chez Hermès. Voilà. En quittant Hermès, je suis revenu sur Royan et faire une page blanche et reprendre la photo et le graphisme du coup. C'est la région qui m'a donné ce déclic. Et c'est vrai que c'est sauvage, quoi. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme le Far West, quoi. Tout est à faire. C'est encore plein de choses à inventer.
C'est un univers hyper graphique. Et comme là, ce matin, il y a personne, on est tranquille. En fait. On a de la place pour créer, on a de la place pour s'ennuyer. C'est parti. J'ai choisi la photographie aquatique parce que c'est un moyen d'aller dans l'eau déjà, d'être avec les surfeurs. Et puis c'était une invitation de Tony, le photographe avec qui je vais à l'eau le plus souvent. Moi, je l'ai invité un soir à un apéro plage comme ça, et on a continué à partager des moments comme ça, le matin ou le soir, et vite aussi dans l'eau. Et c'est un des seuls photographes avec qui on peut partager un spot sans se prendre la tête. C'est une vraie amitié après. Donc, on va à l'eau comme de potes et pas comme de photographes qui se tirent la bourre. Je pense qu'on est effectivement assez complémentaires. Il aime bien avoir une approche plus globale, plus minimaliste, plus le paysage, l'environnement, le lifestyle. Et moi, je suis de mon expérience de photographe de sport, je suis plus à capter vraiment le truc, à faire l'effort pour passer la barre, aller chercher l'action au plus près, être au grand angle pour limite que la planche me passe dessus. J'ai deux parties dans mon job. J'ai la partie illustration où je bosse le dessin donc pour des étiquettes de vin, pour des restaurants, pour pas mal d'autres choses. Et puis j'ai la partie photo où effectivement là j'ai un agent qui s'occupe de diffuser mes photos sur Paris. Et puis après j'ai mes photos que je vais prendre le matin ici. Je vais avoir quelques commandes via les réseaux sociaux. Ça c'est le plus gros quasiment de ce que je vends, c'est là, ça se passe vraiment sur les réseaux sociaux. Et puis après, de ces réseaux sociaux arrivent des commandes, soit de marques, soit d'entreprises avec lesquelles je collabore derrière. Donc on peut parler des sauveteurs en mer qui ont adoré mon travail et qui ont voulu travailler avec moi. Cette photo-là, ils n'avaient vraiment pas prévu et c'est vrai qu'on l'a tapée directement et ils ont adoré. Déjà, ils ont adoré le faire. Et puis après, j'ai des super retours. J'ai des super retours, des retours aussi des marques qui m'accompagnent, comme Dafine, pour qu'ils fournissent les palmes aux sauveteurs. C'est quand même un bon moyen pour eux de communiquer sur ce qu'ils avaient. Au-delà de la côte, c'est vrai que l'arrière-pays est vraiment joli. Pareil, à des lumières matinales où même plus les sunsets se font plus dans les marais, on va dire. Vraiment à marée haute, quand les clairs reflètent bien le soleil, ça c'est vraiment magnifique. Et après, moi, c'est vrai que c'est l'autre endroit où j'aime bien aller, que ce soit en moto ou à vélo. Que ce soit entre Mornac, Chaillevette, ce genre de coin, ouais. Et alors, c'est qui la Fab? C'est moi la Fab. Alors, c'est quoi la Fab? C'est Fabienne. C'est Fabienne, c'est ça, la Fab. Et donc, ça c'est ta bouquinerie? Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette bouquinerie? On lit, on boit des coups. On boit des coups. Ah ouais, c'est ça, j'ai entendu dire que c'était un lieu où il y avait plein de sirop bio, que c'était l'endroit de relaxation de tous les artisans fatigués de Mornac. Voilà, et des gens qui passent. Ah bah ouais, forcément quand t'es là, la vie est pas tout à fait pareille. Hein? T'as tes livres en face? Ouais, donc là on a une petite vitrine avec tout ce qui est les raretés, les premiers papiers. Je sais pas si tu connais les premiers papiers. Non. Premières éditions qui sont en général pas coupées, pas rognées. Des livres illustrés comme ceci par exemple Les Fleurs du Mal de Baudelaire avec des magnifiques illustrations. Waouh! Tu vois, donc des choses comme ça un peu plus rares. Il y a quelques collectionneurs quand même qui viennent sur Mornac. Parce que ça fait 9 ans que j'ai la bouquinerie, donc je commence à être un petit peu connue dans le coin. Donc les gens viennent un peu chercher des choses Et tu trouves un ça peu plus rares. où donc? Bah, quand on vide des maisons, souvent. On t'appelle maintenant pour le... Oui, pour vider des maisons, oui.
Et là, on trouve des petites perles parfois. T'as toujours fait ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu faisais avant? Beaucoup de choses. Ouais. J'ai travaillé dans l'architecture, j'ai travaillé les handicapés, j'ai travaillé un peu partout. Et là, puisque t'es originaire de Mornac ou Pas du tout, non plus. Non, c'est un rêve d'ado qui se réalise ici. Et Mornac s'y prête bien. C'est super. Voilà. Merci. Là, vous êtes en train de faire quoi? Les petites feuilles qui sont dans le pot là, vous voyez. Ah ouais. Là, on réalise tige plus feuille en premier. Ouais. On fait une série de 6, 12, ça dépend. Seulement après, on va monter le bouton plus les pétales. Ça serait quoi l'idée la plus saugrenue que vous ayez eue? Une soucoupe volante. Ah ouais, pas mal. Un monsieur qui est passionné, qui habite pas loin. D'ailleurs, il est revenu 3-4 fois à la charge. C'est pas le mec de Charente qui vivait avec sa mère et qui avait envie de s'envoler vers le ciel, là? Je sais pas, ça. Il y en a un qui avait fait sa soucoupe volante. D'un geste sûr et rapide, Lydie Ducerf apporte une touche haute couture aux vêtements les plus communs. Son secret, un bouton aimanté, brodé d'or et de paillettes, qui se place au revers des vestes ou des pulls. J'ai voulu en savoir plus sur cette création artisanale mise au service de l'élégance. Donc, et Lydie, Oui. nous sommes là dans ton atelier, rue du Port, à Mornac. Mornac. Mais avant d'être à Mornac, tu as eu 15 ans dans la haute couture. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans la haute couture? Alors déjà, c'était une reconversion parce que moi, à la base, j'étais commerciale. Et puis donc, j'ai fait un brevet des métiers d'art en broderie. Et j'ai travaillé pour la haute couture pendant 15 ans, pour Chanel, directement sur leurs vêtements comme brodeuse. Voilà. Puis au bout de 15 ans, le rythme était très intense. J'avais aucune possibilité de faire mes créations. Donc j'ai eu envie de développer mes propres créations. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvée à Mornac? Tu as choisi Mornac? Oui, je suis de Charente-Maritime et c'est un petit village d'artisans d'art qui sélectionne vraiment ses artistes. Et donc j'ai eu envie de m'y installer. Et alors, tu as commencé à élaborer quelque chose que je suis très fier de porter sur mon cœur. Comme je n'ai pas de pacemaker, je peux, parce qu'il y a un aimant. C'est ça. Mais alors, raconte-moi la genèse de ce bouton-là. Alors donc j'ai longtemps réfléchi à quoi faire de cette belle expérience de haute couture et donc au début j'ai eu l'idée de faire des vestes brodées. Donc j'ai créé le modèle de la veste, je lui ai fait la broderie, Waouh. voilà, et je lui ai fait également les boutons assortis. Mais quand on calcule le prix de vente de cette pièce, c'est invendable, il y a eu trop d'heures passées dessus. Donc je me suis dit, les boutons c'est déjà un beau décor, je vais faire des boutons brodés. Donc là mes boutons sont cousus. Mais comme c'est un bouton qui ne se lave pas, il fallait découdre le bouton pour laver le vêtement. J'ai dit, mais je vais l'aimanter, ça va être super. Et c'est venu C'est comme ça que ce bouton bijou aimanté est arrivé sur Terre. C'est ça, complètement. Et c'est maintenant quasiment ta principale activité de création, ce sont ces boutons aimantés. L'idée, c'était d'apporter une petite touche un peu haute couture, un peu chic sur un vêtement tout simple. Et alors là, ici, on est devant ton métier à broder. C'est comme ça qu'on dit un métier à broder. Alors, quelle est la différence avec un métier à tisser, par exemple? Alors, un métier à tisser, on fabrique le tissu en entrecroisant les fils. Là, moi, je travaille sur un tissu. Celui-là est déjà imprimé, donc c'est un imprimé japonais, et je rebrode entièrement l'imprimé. Donc là, j'ai déjà fait quelques étapes de broderie, mais après, il reste encore énormément de choses à faire. Donc, je vais vous montrer, tu utilises beaucoup les fils d'or. Oui. Comment on appelle ça, d'ailleurs? Alors ça, c'est de la canetille. La canetille. C'est un ressort, en fait, avec un pourcentage d'or. Donc, je vais vous montrer, voilà. Donc, c'est un vrai ressort. Et donc, en fait, c'est ce qu'on utilise dans les parements militaires. D'accord. C'est quelque chose de très technique à poser. Et donc, voilà, j'en mets avec parcimonie parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est des petites touches de canetille sur mes boutons, en plus d'autres matières. Alors, tu fais des grandes pièces que après tu vas découper pour poser sur les boutons. C'est ça. Le tissu va être serti sur le bouton. Donc voilà, tout est serti à la main par mon mari, parce que je travaille avec mon mari, donc voilà, lui sertit tous les boutons. Donc en fait, ma broderie n'excède pas le diamètre du bouton qu'on voit là. Et après, oui, d'accord. Ils sont prévus déjà ici, les voilà. boutons.
Et après, on découpe le cercle plus grand pour avoir assez de tissu pour recouvrir le bouton. Et ils sont quasiment tous uniques alors les boutons. Oui, c'est ça. Ouais. Et je me suis fabriqué des outils, je choisis les boutons qui m'intéressent, avec plus de ci ou ça. Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais? Oui, bien sûr. Donc là, je suis artisan bénévole et amateur et j'apprends tout un tas de nouvelles techniques. Donc... Oui, ça... Donc là, je vais vous montrer la broderie Lunéville, donc qui se fait avec un petit crochet qui est très fin. En fait, la base du point, c'est une chaînette. Donc, en fait, j'attrape mon fil en dessous le tissu. Hop. Donc là, je vais faire un petit point juste pour démarrer. Hop, je fais un petit point arrière. Et après, j'avance en fait mon crochet, hop, d'1 millimètre en fait. Et je tourne le fil autour de la pointe du crochet et je ressors le fil. Donc on appelle ça la broderie Lunéville. Ça a été inventé dans l'Est. Et donc ça permet de sertir toutes les parties avec un fil or. Donc là, je vais assez lentement pour que vous puissiez voir le geste. Autrement, ta vitesse de croisière, c'est quoi alors? Vas-y. Alors oui, donc dans la haute couture, il y a une grande exigence de rapidité tout en gardant la qualité. Donc hop, là, il me faut un peu de mou sur le fil, voilà. Donc avec cette technique, on peut aussi poser les perles, les paillettes. Donc là, je ne le fais qu'avec le fil. Mais après, voilà, il y a différentes variantes de cette broderie. Combien de temps tu as mis pour arriver à cette vitesse d'exécution, cette simplicité d'exécution? 15 ans. 15 ans. Non, disons qu'on se perfectionne tous les jours. Voilà, c'est vraiment l'expérience dans la haute couture qui donne l'aisance et le fait de ne pas avoir à réfléchir de ce qu'on doit faire avec le geste, que ça devienne un automatisme, c'est l'expérience. Alors ça, c'est les perles. Donc ça, c'est énormément de Donc j'ai dans mon meuble de métier derrière où il y a énormément de tiroirs, j'ai des centaines de fournitures où en fait, ça me permet d'adapter vraiment à la couleur du tissu toutes les petites fournitures. Donc là, je vais agrémenter mon tissu après de perles et paillettes. Voilà, qui vont donner du relief, de la brillance au bouton. Super, merci. Mornac-sur-Seude est donc connu pour ses artisans d'art. Et les pays alentours aussi. Saujon, Aiguille, Breuillé, Saint-Sulpice. Comment que se fait qu'ils sont arrivés dans le pays? Est-ce qu'ils sont tombés du ciel? Ben, d'une certaine façon, oui. Qu'est-ce qui se passe le 2 août 1943? La chaline, les Éloises, la foudre tombe sur le clocher de l'église Saint-Pierre. Le clocher est détruit et le ministère de la Culture décide d'en profiter pour faire un chantier de fouilles sur ce site mérovingien qui date du VIe siècle, été 1951-52. Des jeunes de partout viennent pour ce chantier de fouilles. Ils vont mettre à jour des sarcophages et un petit sanctuaire qui sont toujours visibles depuis la rénovation. Et là, deuxième coup de foudre, leur chemin de Damas à eux. Une partie de ces jeunes sont tellement charmés par le pays, vont décider de s'installer pour faire cette première génération d'artisans d'art. Et parmi eux, une tisserande, Catherine Blum, va être fondamentale. Elle lance un festival médiéval qui va rapiloter un paquet de monde et ramener une nouvelle génération d'artisans d'art, ceux qui font maintenant la renommée de Mornac. Cette Parisienne venue pour un week-end, qui va mourir en 2017 ici, à l'âge de 92 ans, a quand même été une sacrée bonne femme. Pas sûr que les Parisiens qui arrivent aujourd'hui revigorent le pays d'une façon pareille. Depuis l'enfance, Samuel Boulestex plonge régulièrement ses mains dans le chaudron de la pop culture. Il en ressort des sculptures bluffantes de réalisme. Ses modèles, Gaston Lagaffe, Joe Dalton, le Marsupilami, Blake et Mortimer, Spirou, John Blacksad, autant de personnages de BD cultes qu'il fiche dans un mélange de bronze et de résine pour des collectionneurs aussi passionnés que lui. Tout a commencé il y a 30 ans. Quand j'étais ado, j'étais fan de Star Wars, je pense qu'un peu comme toute ma génération de 50 ans. Enfin, j'ai 50 ans maintenant. Et voilà, j'avais envie de faire des monstres en pâte à modeler. J'étais fan de ce truc-là. J'ai fait des tas d'essais, je suis allé dans des tas de directions différentes. Pendant 10 ans, j'ai fait des tas de créatures, des monstres, mais pas uniquement. J'ai tenté des formes un peu design, j'ai tenté des nus, j'ai tenté plein de choses. Et puis, j'ai surtout mis au point une résine qui mélange le métal et la résine, qui fait un espèce d'alliage qui, parce que c'est facile à mettre en œuvre,
plus que la fonderie d'art, j'ai pu tenter des tas de formes extravagantes et je me suis vraiment éclaté. Ça a duré 10-12 ans et arrivé en 2000-2001, j'avais fait un peu le tour de ce qu'un autodidacte peut faire quand on est quand même un peu limité par ses mouvements, donc j'avais envie vraiment de me challenger. Donc j'ai entrepris de faire un monstre, encore un, donc Ébus, le personnage très célèbre de l'Orpheus de Troie, donc cette espèce de troll charismatique, bourré de testostérone. Je me dis, allez, je vais faire cette créature-là, je vais me faire connaître comme ça. Et puis ça a marché. Donc je l'ai fait, toujours pareil, avec cette esthétique métal, donc cette résine mélangée à de l'aluminium, ça rendait super bien. Arrivé vers 2012-2015, des partenaires se sont joints à moi, Édition Originale, BD Flash, sont devenus deux co-éditeurs avec qui on s'est dit, bon allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant qui soit vraiment aux petits oignons, qui plaise vraiment aux collectionneurs et où on se fasse plaisir parce qu'on est des passionnés avant tout. Et on s'est dit qu'on allait faire Gaston Lagaffe. Et tout le monde a adoré et ça a été un tapis rouge pour la suite. Assez logiquement, Dargaud nous a ouvert son catalogue parce que voilà, la confiance est née du succès de Gaston Lagaffe tout simplement. Et donc après on a pu faire Lucky Luke, et puis Black Sad, et puis Grand Templan. Tout ça se fait en bonne logique une fois qu'on a créé la confiance. Alors, il y a un projet très conséquent avec Stan Manoukian. Je vais proposer qu'on fasse un monstre écosystème. Donc c'est un arbre en train de marcher qui est peuplé d'un petit peuple de la forêt. Mes clients sont des collectionneurs passionnés, franco-belges principalement. Moi je propose des pièces dans une fourchette entre 2 000 et 12 000 euros pour une pièce vraiment exceptionnelle qui m'aurait pris 1 an à faire. Nous voilà dans la partie création, avec d'une part l'armature. On va pouvoir travailler de façon modulable. Moi je fais des armatures très mobiles. Il y en a qui en font des rigides. Moi je préfère quand elles sont mobiles. Pour vraiment très bien travailler, il faut des dessins, alors les dessins d'origine et si possible des dessins préparatoires, ça c'est vraiment le pied. Donc par exemple sur Joe Dalton, j'ai travaillé sur des dessins qui ont été faits par mon amie Cécile et qui m'ont permis déjà d'élaborer une ébauche. Donc une ébauche c'est quoi? C'est on va dire les formes principales d'un personnage. L'idée c'est de se l'approprier dans un premier temps basiquement, et quand ça commence à fonctionner, on peut vraiment y aller dans les détails. Alors dans les détails, ça peut aller très loin. Ici, c'était une sculpture faite en logiciel 3D, et donc on a une multitude de détails qui sont arrivés depuis, et là on est sur le prototype, c'est-à-dire c'est une pièce qui se détache pour les besoins du moulage. Je vais vous présenter l'atelier. Donc on va commencer par l'atelier de coulage. Donc tout commence par un moule dans lequel on coule notre matériau de prédilection qui est le bronze composite. C'est là qu'on va tout démouler et que les pièces vont sortir brutes de décoffrage. Donc on en a quelques-unes qui sont en train de sécher ici. Et juste après, on passe en finition. Tout est en chantier. On a du collage, de la patine, du montage, de l'assemblage, des pièces qui sont toutes à différents états de fabrication. Et voilà, donc ça c'est un bronze composite brut de décoffrage. Les tirages d'art se veulent un peu plus ambitieux que les tirages d'édition, encore que j'y mets toujours le même cœur, mais voilà, elles vont être un peu plus grandes, elles vont être plus extravagantes, enfin, l'idée c'est d'être généreux. Donc celui qui a inauguré ça a été Balbuzard. J'y ai passé 16 mois à faire toutes les dentelles. Ça a été absolument génial, et Frédéric Pilot est un auteur que j'adore. Et il a ouvert la marche à une autre gamme d'objets du coup, que j'ai pu lancer. Il y a eu Blake et Mortimer, il y a eu Gaston Lagaffe qui a succédé donc, à Balbuzard, il y a eu le buste de Torgal également. J'ai fait une pièce unique aussi de Zorglub en bronze. Et très bientôt, il y aura aussi un autre Gaston Lagaffe, cette fois grandeur nature. Quand tu veux. Figurez-vous qu'en plein cœur de Mornac-sur-Seulles, entre les halles médiévales et l'église Saint-Pierre, un quartier avec ses maisons basses et ses petites venelles est appelé le quartier arabe. Alors pourquoi le quartier arabe? Est-ce que ça a un rapport avec une prise
par les morts, l'historique. Non, pas du tout. Il faut voir dans le folklore local. Paraît que ça serait des marins mornassons trouvant une certaine ressemblance avec les Médinas d'Afrique du Nord. Mais surtout, il y a un historien qui a dit non, c'est Roger Boisbelot, dit La Chique quand même. Son surnom, c'était La Chique, qui en 1920 vient pour se marier avec une mornassonne. Il arrive dans le quartier et dit « Oh, on dirait un quartier arabe ». Je ne sais pas si cette expression dite comme ça au milieu des invités de la noce a tellement marqué la population. En tout cas, ils ont décidé d'appeler ce quartier, qui n'avait pas de nom, le quartier arabe. Tout le monde vient visiter ça avec une grande joie, n'en déplaise à Monsieur Z. Geste hypnotique, bulle de couleur passant de l'eau au papier en un clin d'œil, l'univers de Juliette et Guillaume se rapproche de la magie. Ce couple d'artisans modernise une technique ancestrale de la culture turque, l'art de l'hébrou. Sous leurs doigts de fée, le papier marbré des livres anciens se transforme en tirage d'art et en papier peint psychédélique. Guillaume et Juliette, donc ici on est dans votre atelier, qui est absolument magnifique, et qui est un ancien atelier de bois, hein, c'est ça? C'est une ancienne menuiserie. Et alors, ici, vous pratiquez une technique particulière qui s'appelle l'hébrou. Alors j'en sais rien, moi je sais juste que c'est d'origine turque, vraiment. Alors, l'hébrou, déjà, c'est un mot turc, effectivement, qui veut dire nuage, du vieux perse, et qui date du XVe siècle. Aujourd'hui, c'est surtout représenté à Istanbul, et c'est l'ancêtre du papier marbré. Ça avait deux utilités au XVe siècle. La première, c'était l'illustration de textes sacrés. La deuxième, c'était le certificat d'authenticité lors de l'échange épistolaire entre souverains. Ça permet d'authentifier, en fait, un écrit. D'accord. C'est un genre de cachet, quoi. C'est un cachet. En fait, c'est de la pièce unique. Donc, systématiquement, ça permettait d'authentifier la provenance de l'écrit. Et ensuite, ça a été surtout récupéré par les Occidentaux pour faire du papier de reliure. Et très souvent, quand on voit du papier marbré, on va en regarder, on voit tout de suite les intérieurs de livres ou d'anciennes commodes. C'était surtout pour la décoration d'intérieur. Voilà. D'accord. Donc, on peut en voir juste ici. Tout ce qu'il y a sur la table ici sont des motifs vraiment très traditionnels de l'art hébrou. Donc, on retrouve autant des motifs châles, des chevrons, maître relieur, coquilles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très classique. Le traditionnel de l'hébrou. Donc, l'art de l'hébrou. C'est ça. L'art de l'hébrou. Exactement. Nous, on a eu la chance d'obtenir un enseignement complet de la part de notre... Hébrou de notre maître turc qui s'appelait donc Baris Baykul, qui était un maître turc d'Istanbul, qui vivait également à Paris, et qui nous a transmis son savoir, puisque c'est un savoir qui se transmet essentiellement oralement. Il n'existe aucun recueil d'apprentissage. Non. C'est même un savoir en perdition, le savoir a été patrimonialisé à l'UNESCO en 2014. Par les Turcs. On sait faire du très classique, du traditionnel, mais notre propos aussi, c'est aujourd'hui de décloisonner la technique et d'aller vers quelque chose de plus artistique, plus pop, plus moderne, autant dans les motifs que dans les supports. Et c'est ce qu'on va aller voir là, parce qu'on va aller voir votre mur où vous avez quelques exemples de vos modernités de l'hébrou, alors là. Ah, c'est ça? Effectivement, on essaye de travailler sur des couleurs qui sortent un petit peu du corpus traditionnel, des couleurs plus vives, avec des motifs qui laissent plus de part à l'imprévu. Ce que nous, on appelle des impressions moirées, qui sont ces effets un petit peu de vagues et de verre cassé sur les impressions. Qui apportent de la profondeur, en fait, un aspect un petit peu tridimensionnel, comme si un faisceau lumineux passait au travers d'un voilage. C'est assez intéressant. Et après, on va encore plus loin. On propose, au lieu d'être sur du papier de reliure seul, on propose des tirages d'art qui sont à chaque fois des pièces uniques à la commande ou émanant de notre propre créativité. Et c'est ce qu'on voit ici. Par exemple, ici, vous avez tout un tas de tirages. Des tirages qui sont prêts à partir et on a effectivement tout un tas de motifs différents. Alors nous, on aime beaucoup les cailloutés. On verra tout à l'heure, quand on passera devant le bac, que le caillouté revient souvent, parce que c'est la base de tous les motifs. C'est vraiment libre en termes d'interprétation. Hein. On est entre le cellulaire et le galactique, donc tout le monde peut y trouver son compte. C'est vachement beau. Derrière, on a encore un autre champ des possibles, c'est que... Voilà, là, on passe du papier de reliure
au papier peint. Et on s'est tout de suite questionné sur la question d'un très grand bac pour pouvoir réaliser de très grands formats et pourquoi pas des laits. Et ce qui nous a conduit effectivement à toute une phase de recherche et développement pour pouvoir trouver des recettes, passer de la recette traditionnelle à la recette propre au bâtiment, à partir donc de peinture de bâtiment, pour pouvoir effectuer donc la même chose sur de grands laits uniques. Et donc Ce sont des pièces uniques alors? Ce sont des pièces Ce sont des uniques. pièces uniques qui sont faites main. Chaque papier après impression est également traité avec un produit anti-jaunissement. Qui permet aussi de le lessiver. Voilà, qui permet également de le lessiver. Et autrement, on a également une seconde offre où les personnes en fait commandent un tirage. Et Par rapport à un corpus de motifs que nous on a défini, en fait, c'est-à-dire qu'on a un catalogue de motifs et les gens choisissent un motif et nous on l'envoie chez un imprimeur et eux reçoivent le papier. Du lait classique de tapisserie. Bon, alors, est-ce que vous pourriez me transmettre un petit peu à moi aussi, parce que moi je voudrais bien voir comment ça se passe. Vous me faites voir? Bien sûr. Je suis. Voilà ce sur quoi on travaille. Les brous, ça s'effectue dans un bac en inox dans lequel, vous voyez, il y a une sorte d'eau un petit peu épaissie comme ça, que nous on appelle une gomme. C'est de l'eau qui est mêlée avec une algue qui s'appelle du carragénane. Le carragénane, c'est une algue rouge que l'on trouve sur les côtes bretonnes, mais également en Méditerranée. C'est un peu gras. Oui, exactement, ça colle. Ça va permettre, vous allez voir... épaississant. C'est ça, exactement. Ça rend l'eau plus visqueuse, effectivement. Ouais. C'est un petit peu comme un agar-agar en cuisine. Ça va permettre, vous allez voir, à la couleur de flotter, de rester en surface et ensuite de s'imprimer. On travaille avec des couleurs que l'on fabrique nous-mêmes, au pigment, à l'eau et au fiel de bœuf. Au fiel de bœuf? Attends. Fiel de bœuf. Fiel de bœuf. Donc tu prends ça dans le foie du bœuf, tu vas le chercher toi-même? Comment ça se passe? Ben écoute, on en achète directement à un fournisseur, mais on pourrait effectivement aller directement dans un abattoir. Ponctionner. Voilà, c'est ça. C'est l'ingrédient magique. Ça a beaucoup servi dans les pressings pour détacher, mais également en art plastique en tant que médium pour pouvoir ouvrir la couleur. Ah ouais. Parce qu'on est sur un corps gras et c'est ce qui va nous permettre en fait d'ouvrir la couleur à la surface. Ah, ça envoie le pâté, ça. Ce qui est super important, c'est toujours d'avoir une surface la plus propre possible. Donc là, je vais d'abord dérouler un petit morceau de craft qui va me permettre d'enlever, alors on ne les voit pas, mais toutes les aspérités qui peuvent flotter sur mon bac. Je viens donc nettoyer l'eau et ensuite je vais faire ce qu'on appelle un geste de tapoter. Faire le premier motif de l'arrêt brou qui s'appelle le caillouté, où l'objectif c'est de façon très nonchalante de venir créer un caillouté en surface, tu vas voir, de façon la plus nonchalante possible, avec une grande souplesse pour pouvoir poser la couleur de façon harmonieuse, mais avec une certaine intensité. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon pinceau, je vais effectivement tourner fortement la peinture, que je vais légèrement essorer, pour après présenter sur le bac mon caillouté. Donc là, tu vois, sur à fleur du bac, viennent s'ouvrir des cellules de couleur que je viens de poser. Grâce au fiel de bœuf, la couleur reste à la surface. D'accord. Elle ne plonge pas. Et je vais en créer d'autres. Et là, en fait, de façon très souple et nonchalante, je les pose pour qu'elles soient bien posées de façon harmonieuse. Absolument magique. C'est totalement... Ouais. Là, on est psychédélique, là. Ouais. Selon mon projet, je vais plus ou moins charger mon pinceau en peinture, plus ou moins taper fortement sur le bac pour créer plus ou moins de grosses cellules ou de petites cellules. Et après, je peux même m'amuser à tirer la peinture pour créer de premiers motifs. C'est-à-dire que moi, je me disais, mais c'est totalement aléatoire. Mais non, pas tant que ça. C'est du hasard contrôlé. Et après, vous n'aurez jamais un motif qui sera 100% pareil. 100%, c'est impossible. On peut faire des séries qui vont être dans la même veine, mais comme par nature, on est sur de la projection de peinture sur l'eau, il y a forcément une part d'aléatoire qui prend le pas. Même si après, effectivement, avec des stylets, avec des peignes, on va pouvoir orchestrer le motif. Voilà. Et après, je vais faire même un dernier geste qu'on appelle un moucheté. Je vais venir bien essorer mon pinceau. Un moucheté. C'est comme en gymnastique, il y a des figures imposées. C'est comme la brosse à dents. Voilà.
Et là, j'ai plutôt un motif assez sympa, qui me plaît, donc je vais l'imprimer. Et donc, tu vas l'imprimer alors que c'est sur l'eau. Exactement. Mais comment tu peux imprimer? Tu ne peux pas renverser ça sur une feuille. Alors, je vais essuyer le bord de mon bac. Et ensuite, je vais poser la feuille sur l'eau. Et là, c'est toute la magie de l'ébrou. Je chasse les bulles d'air. Je prends mon papier. Je pose. Et surprise, C'est ahurissant. tout est là. Ah, c'est totalement magique. Tu comprends pourquoi on est tombé amoureux de cette technique? Ah oui, c'est vrai que c'est super beau. Donc, l'effet cellulaire, l'effet veinage, comme ça recrée finalement quelque chose d'assez minéral. Comme le disait Guillaume, c'est vrai que nous, on a un propos qui est aussi entre le galactique, le marin, le cellulaire. C'est vrai qu'on est en plus dans un environnement qui est très inspirant pour nous. Et autant Guillaume que moi, on aime bien travailler ces cailloutés, ces veinages. Et à chaque fois, on crée des pièces uniques. Et il y a également la technique qu'on appelle le moiré, qui est un effet en réalité plus qu'un motif, parce que c'est quelque chose que l'on obtient au moment de l'impression. D'accord. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la pièce noire et ça, on blanche. l'obtient en faisant danser le papier à la surface quand on le pose. Waouh. Et je sais que vous faites des stages d'initiation. Est-ce que vous pourriez m'en faire une petite initiation? On va en faire une. Ça, tu vas avoir besoin d'un papier craft. C'est ça, comme ça. On tente juste de récupérer tout le pigment qui est à la surface. Comme disait Juliette tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la surface du bac soit propre. Je suis en train de rater le côté. Ouais, c'est pas grave, tu t'en sors bien. Pour aller chercher tout le pigment, voilà, tu fais quelques tours, et après tu essores et tu viens poser de la peinture progressivement comme ceci. Tu vois, il n'y a pas besoin de taper trop fort. Si on tape trop fort, très souvent, on charge le bac tout de suite trop en peinture et après, il n'y a plus de place. Et les couleurs suivantes n'auront aucune place pour s'ouvrir. D'accord. Et ensuite, tu vas faire comme une brosse à dents, tu vas faire un aller-retour. J'ai jamais été fort en brosse à dents. Voilà, tu vois, ça crée des tout petits points très légers qui viennent renforcer l'aspect un peu minéral dans le motif. En l'accompagnant jusqu'au bout. Et tu viens racler en reculant un petit peu. Je peux prendre 1 centimètre. Hein. Il faut bien qu'ils soient en contact avec le bac. Et voilà. La vache. C'est assez épatant. C'est vachement bien pour moi, parce que j'étais plutôt dans le restant de ma vie, donc je commence à avoir un peu de nonchalance. C'est un bon signe pour ma deuxième partie de vie. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je viens de découvrir une technique absolument extraordinaire. Avec grand plaisir. Bon, alors là, le moment d'aller explorer un peu plus la curiosité de nos invités avec notre traditionnel questionnaire bis. Alors Lydie, ton premier choc esthétique? Le musée de Guggenheim à Bilbao. Waouh, et pourquoi? Parce que c'est très art déco et je trouve qu'en fait ils sont novateurs sur plein de choses et voilà, c'était pas jamais vu pour moi en fait. C'était il y a 15 ans. Donc il y avait déjà les structures métalliques en bas. Oui, voilà, les grosses fourmis. Ouais. Ton dernier coup de cœur artistique? Alors c'est Simone Folpin, c'est une sculptrice textile. Elle épingle du tissu avec des plis, elle en fait des sculptures. Et ce qui m'a vraiment émue, c'est qu'elle est venue dans ma boutique il y a 1 mois et demi, en fait. Et puis j'ai fait sa connaissance par le plus grand des hasards. Et voilà, ça m'a énormément émue. Et alors, donc, elle expose beaucoup à Paris, dans des galeries à Paris. Elle fait le salon Révélation à Paris, par exemple, en juin. Voilà. Alors, Juliette et Guillaume, votre premier choc esthétique? Pour moi, c'était mon premier spectacle d'Ariane Mouchkine à la cartoucherie. Les naufragés du fol espoir. Puisque ça retranscrivait l'expérience d'un film en cinéma muet
Et puis toute cette ambiance avec les comédiens qu'on va voir se transformer dans les coulisses, le restaurant décoré aux couleurs de la pièce. Et Ariane Mouchkine, on est arrivé en retard, qui m'accueille et qui me dit c'est à cette heure-là qu'on arrive au théâtre. Et dans ce monde si policé de la culture, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi, rien à voir. J'étais enfant, j'avais 12 ans. Je mangeais mes chocs épiques chez mes grands-parents et là, à la télé, diffusait le premier clip de Daft Punk, réalisé par Spike Jonze. Le chien dans New York, claque autant esthétique que musical. Je suis resté scotché avec mes céréales et... Ah ouais. C'était fondateur, je pense, pour moi. Un livre ou un film que tout le monde devrait avoir lu ou vu? Un film qui m'a mis une petite calotte comme ça, c'était en quelle année? 84 par là, quand Amadeus est sorti. Les décors, le cadrage, les lumières, les costumes, la musique, le rôle des acteurs, j'ai pris une claque là. Super. Toi, Sarah? Et moi, ce serait plutôt un livre, le livre de Fabienne Verdier, qui retranscrit son périple en Chine pour apprendre la calligraphie. Je ne sais pas si on en a fait un film, mais en tout cas, le livre est extraordinaire. Ah oui. Le titre du livre, c'est quoi alors? Ouais. Le Cherche-bonheur de Michel Zadorian. Je ne connais pas. Ça raconte Alors, quoi? ça raconte l'histoire d'un couple d'un certain âge qui part faire un dernier voyage. Lui est atteint d'Alzheimer. Et puis, donc, elle a un cancer et ils décident de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, partir faire un grand voyage et ne pas revenir. Qu'est-ce qui t'a touché là-dedans? C'est la liberté d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, envers et contre tout. Alors, ensuite, ton paysage préféré de Nouvelle-Aquitaine? La plage de la Bouvrie, hors saison. C'est où ça? C'est sur la côte sauvage, en fait. Voilà, une grande plage avec rien. Voilà, le néant. Et c'est là où tu vas hors saison? Hors saison, surtout. Qui sont... Et voilà, on est déjà à la fin de Bis à Mornac-sur-Seudre. On se retrouve le mois prochain pour une destination surprise et toujours en Nouvelle-Aquitaine. On aimerait que ça soit tous les mois comme ça. Retrouvez votre magazine sur Noa, votre chaîne 100% Nouvelle-Aquitaine, disponible sur tous vos écrans. Samedi, cap sur l'autre capitale du chocolat, Bordeaux.